Bonjour à tous, donc toujours en direct du 0 to 1 de Nantes, la première édition nantaise. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir un multi-entrepreneur confirmé qui a réalisé de nombreux succès. Bonjour Quentin Sagnier. Bonjour Quentin. Ouais, ça va être et bonjour très chiant. Nantes. Ça va être très chiant pour ceux qui vont devoir sous-titrer le panel en disant ça c'est Quentin qui parle ou c'est Quentin qui parle. Quand on te croise dans un mariage et que tu dois te présenter en une phrase, comment est-ce que tu te présentes? Alors, dans un mariage, je dis je suis le père du marié en fait, parce que je n'ai que des garçons, j'en ai 4, donc ça fait pas mal à marier. Non, mais sinon, quand je me présente, je dis que je suis entrepreneur. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, la première boîte que tu as créée, c'est laquelle? Alors la première boîte, la vraie première boîte. La première boîte, c'était une boîte de conseil en stratégie de communication. Donc c'est il y a très longtemps. On peut dire des dates, ça va effrayer. Là. Je pense que la plupart des gens ici n'étaient pas nés. Donc c'est en 80. Non, la toute première même, c'est en 85. D'accord. Et c'était une boîte en fait qui aidait les entreprises à s'informatiser. À l'époque, l'informatique c'était vraiment le début. Et c'était la sortie du Macintosh. Et en fait, on aidait. Moi, j'étais encore étudiant à Dauphine à l'époque. Et on aidait des entreprises à s'informatiser, et en particulier des professions créatives et des cabinets d'architectes. Voilà. Ça, c'est la première chose que j'ai fait pendant mes études. Et à ce moment-là, j'étais donc un étudiant richissime, en tout cas dans mon... Parce que je travaillais énormément, en fait, et en faisant ça, et c'était le début. Personne n'y connaissait rien, moi, à peine plus que les autres, mais finalement... c'était un moyen pour moi de m'épanouir. J'avais envie d'agir. J'aimais pas trop faire des études en fait. Donc, première entreprise pendant les études, mais du conseil, pas du produit. Non, il y avait du produit, mais les Macintosh, je n'ai pas inventé le Mac, donc voilà, il existait en dehors de moi. Toi. Et la salle déçue s'en va. Et merde. Et donc après cette première expérience, en sortant de tes études, tu as été travailler pour d'autres gens ou tu as tout de suite continué un modèle entrepreneurial? Ah ouais, j'étais... Ma mère me disait, mais quand est-ce que tu auras un vrai travail en fait? Au sens être employé par quelqu'un. Et en fait, je n'ai jamais envoyé un CV et je suis incapable. En fait, je ne sais pas obéir. Donc... ça ne veut pas dire que dans une vie d'entrepreneur, il n'y ait pas énormément de contraintes. Hein. Il y en a beaucoup, mais je me satisfais très très bien des contraintes difficiles que je m'impose. Et assez mal de celles que les autres m'imposent, en fait. Ça c'est une blague. Est-ce que toi aussi, régulièrement, des gens te demandent des conseils pour trouver du travail et tu les regardes en disant, mais moi, je n'ai jamais cherché de travail. Je connais pas ce sport. Non, donc je sais pas. Enfin, ce que je sais, c'est... comment concilier son désir et son activité, c'est-à-dire comment se brancher sur ses désirs en fait, comment à quoi aspire-t-on quoi, quelle est la chose pour laquelle je suis prêt à souffrir, hein, on parle d'Everest là, mais monter à l'Everest, c'est ou toute autre chose de ce type-là, faire un tour du monde en bateau, adaptation locale. Non, mais faire un tour du monde en solitaire ou des choses comme ça, c'est difficile et ça garantit des mois, des semaines de souffrance. Et au fond, et c'est pas la seconde où vous rentrez au port qui fait que vous êtes heureux finalement. C'est qu'il y a un accomplissement dans cette difficulté. Parce qu'elle est pleine aussi d'autres choses que de souffrance, en fait. Et donc, voilà, sur quoi je suis prêt à m'engager, à tel point qu'éventuellement, je peux souffrir en le faisant, parce que ça compte vraiment pour moi, quoi. Et donc, à quel moment tu transitionnes d'une boîte de service, parce que là, du coup, tu avais une boîte de service, à une boîte produit, à quel moment ça se fait? En fait, De Vialet, qui arrive plus tard, hein, puisque c'est... en 2007 qu'on crée la société, mais quand j'étais un consultant et que j'étais plus jeune que mes clients,
ça me plaisait en fait. Je veux dire, jusqu'à 40 et quelques, je suis plus jeune que les dirigeants que j'ai en face de moi, quoi. Et ça me plaît, ça. Ça me plaît de convaincre et voilà, de porter une parole qui est liée à la compétence que j'ai, en fait, et voilà. Oui, puis le modèle économique du service est assez simple. Enfin, oui, c'est assez simple. Tu fais ton service, tu as mis une facture, tu as des sous. Ouais. Ce qui est voilà. un modèle après, il faut économique. monter des équipes, faut faire des choses plus compliquées que ça. Mais ton flux financier a un cycle de vie court terme. Et donc, à un moment, tu décides de monter de Vialet. Tu as monté d'autres boîtes entre-temps? Non, tu as ta boîte de service qui a grossi? Il y en a plusieurs, mais un peu dans le même genre. Non, mais c'est pas forcément... Mais donc, tu crées plusieurs boîtes de service, et à un moment arrive de Vialet. Voilà, j'ai plus envie de faire du conseil, vraiment plus envie. Et avec un de mes cousins, on avait un rêve de gosse, qui était de monter une boîte dans l'audio. C'est un rêve qui date des années 70, donc c'est à ce moment-là, la tech c'était l'audio. Hein. C'est un peu dinosaure comme. Qui dans la salle connaît de Vialet? Ah, quand même. Voilà. Qui a déjà entendu une enceinte de Vialet? On aurait peut-être dû en embarquer une. Ouais. Okay. Et donc on avait un rêve qui était de monter une boîte dans l'audio. Et ce cousin-là, qui est un designer industriel, c'est lui qui a dessiné tous les produits de Vialet et qui continue. Il me présentait des projets régulièrement, et puis c'était jamais assez excitant pour moi. C'est-à-dire, je sentais pas que je pouvais me battre pour un truc comme ça. Et en fait, de Vialet, c'est une rencontre avec une équipe d'ingénieurs qui avait inventé une techno hybride d'amplification numérique analogique. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails. Et le jour où j'ai entendu ce truc-là pour la première fois, donc le premier prototype qui avait été développé déjà depuis 3 ans. Au moment où on l'entend, moi j'ai eu une claque monstrueuse, je me suis mis à pleurer et je me suis dit on va tout rafler, quoi. Et le désir, il était là au moment où j'ai entendu ça, et je me suis dit je veux ça partout dans le monde, et je vais me battre pour ce truc-là, quoi. Et dès lors, je mets mes rêves dedans, je mets tous mes rêves d'enfant, d'adolescent, d'adulte, voilà, et une énergie folle, quoi. Donc à un moment tu décides tu découvres le produit et tu décides que tu vas le répandre et lui permettre d'exister. Alors le produit, c'est vraiment une techno, c'est vraiment un prototype dans une boîte de chaussures. Hein. Oui. Donc entre ça et un produit, il y a vraiment un chemin. Une vraie marche. Et si on fast forward, parce qu'on va parler de la suite de Vialet après. Est-ce qu'il y a d'autres boîtes dans ta vie, toujours pour dresser ton portrait pour ceux qui ne le connaissent pas? Il y a ce que je fais aujourd'hui, qui est Genesis. On apporte des preuves d'impact environnemental dans le domaine de l'agriculture et de la forêt. C'est un domaine... la moitié du territoire français, par exemple, c'est de l'agriculture ou de la forêt. Et donc, l'impact environnemental de cette agriculture, globalement, à l'échelle mondiale et en France, il est délétère. C'est une réalité, malheureusement. Et le problème, c'est que, en fait, les acteurs des chaînes de valeur, les agriculteurs, les coopératives, tous les gens qui se fournissent en agriculture, ils ne mesurent pas, en fait, cet impact. On ne mesure pas du tout l'impact de l'agriculture comme on mesure l'impact, l'état de l'eau, l'état de l'air, etc. Et donc, l'idée, c'était monter une agence mondiale de notation des terres cultivées qui va apporter cette information aux acteurs de la chaîne de valeur. Je ne vais peut-être pas trop développer, mais mon approche, ça a été de me dire quelle est la chose la plus simple au monde que je puisse faire et qui puisse tout changer dans le domaine de l'agriculture. Pardon de l'immodestie du propos, mais l'idée, c'est... Enfin, moi, j'ai besoin de ça quand j'entreprends. J'aimerais pouvoir faire des choses plus simples. C'est pas une façon de me vanter. Au contraire, j'aimerais vraiment, de temps en temps, me foutre la paix, quoi. Et je n'y arrive pas. En fait, j'ai besoin de quelque chose qui m'électrise, quoi, qui me porte. Et donc ça, maintenant, ça te porte. Donc globalement, quand tu es sorti de Vialet, tu as pris quelques mois, puis tu as créé Genesis, qui est, juste pour qu'on soit clair avec le public, qui est un produit.
C'est-à-dire que c'est pas l'agence de conseil, c'est pas des gens non. qui se pointent chez toi et qui font un audit pendant 3 semaines. C'est un service en mode SaaS, donc software as a service, un service en ligne qui va donner des informations, des preuves en fait d'impact environnemental à des clients qui sont des grands groupes agroalimentaires, cosmétiques, parfums, textiles, etc. Et nous, on va mesurer avec des prélèvements, avec un mélange de sciences du sol et de prélèvements dans les sols réellement. Donc, il y a quand même une partie hardware où il faut faire des prélèvements et donc il faut du matériel. Et donc, il y a une partie très produit dans cette histoire-là. C'est un produit, en fait. Opération. Il y a une partie opérationnelle très forte. Il y a une partie science très forte parce que les sols, c'est extrêmement complexe. C'est comme la santé humaine, établir l'état de santé d'un sol. On n'aura jamais fini de mesurer l'état de santé des gens et on ne sera jamais au bout de cette connaissance-là. Donc on a besoin de beaucoup de science. Et puis on a besoin de data parce qu'on a besoin de normaliser les mesures qu'on fait pour pouvoir donner un diagnostic dans des contextes de sol et de climat qui sont extrêmement variables, quoi. Quand vous êtes au Brésil, dans des zones subtropicales ou dans les environs de Nantes, les sols ne sont pas les mêmes, les climats ne sont pas les mêmes, pas encore. Donc on peut pas apprécier de la même façon la valeur qu'on note, quoi. Comme en santé humaine, si je fais une prise de sang à un bébé de 3 jours ou à moi-même, on n'a pas les mêmes paramètres et c'est normal, même si peut être en très bonne santé tous les deux. Ce que tu dis là, c'est qu'en fait, le produit que tu as dans Genesis, tout comme tu avais un produit dans le son où en fait les possibilités d'évolution dans le son sont infinies, en fait là, tu as aussi un marché dans lequel en fait, les capacités de progrès techniques et technologiques et scientifiques, dans les deux cas, sont illimitées et tu peux progresser dessus. Et la question, c'est comment tu crées l'équipe qui va aller plus vite que la concurrence pour progresser dessus. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un parallèle là-dessus ou pas du tout? Oui, il y en a clairement un, c'est la multidisciplinarité. Exercez-vous à le dire, c'est pas toujours simple. Mais moi, je connais rien à tout ça. Je connais rien à l'audio, je connais rien à la science du sol. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, en fait. C'est de comprendre les choses et de travailler avec des gens qui sont des vrais spécialistes et de les interroger, en fait, sur la façon dont on peut combiner des sciences, par exemple de la biologie et de la data, de l'agronomie et de la data, de l'agronomie, de la chimie et de la data, pour fabriquer des dispositifs de diagnostic, en fait, pour inventer des choses qu'on n'a jamais faites avant, parce qu'au fond, la réponse, c'est jamais... Enfin, l'expertise... c'est-à-dire, je crois en l'expertise. Je crois que l'expertise isolée, elle est mortifère, en fait. Parce que la réalité n'est jamais celle de l'expert. La réalité, elle est mêlée. Voilà, notre corps, par exemple, il met en œuvre des mécanismes chimiques, de la mécanique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Et donc, si on veut vraiment appréhender le réel, il faut mêler en fait les savoirs. Et chez De Vialet, c'était de l'électronique, microélectronique, traitement de signal, mécanique, design, etc., etc. Et nous, quand on a notre premier produit, c'était un ampli. Et quand on a sorti le Fantôme, qui était une enceinte amplifiée, on nous a dit mais comment vous avez fait pour passer d'un métier de fabricant d'ampli à fabricant d'enceintes? Mais c'est incroyable que cette question se pose, en fait. Parce que, au fond, à quoi ça sert de faire des amplis si c'est pas pour les brancher à des enceintes? Donc comment on peut considérer que ces métiers soient des choses différentes?
l'objectif, c'est de faire du son, quoi. Mais du coup, ce que tu définirais, une partie de ton travail d'entrepreneur, c'est d'arriver de gagner suffisamment d'expertise dans des champs d'experts pour être capable de racoler les experts entre eux. Et après, tu faisais directement référence à une théorie qu'on appelle la théorie de la complexité, c'est Edgar Morin. Ouais. Et sur cette capacité à dire, il faut à un moment désiloter les savoirs et les faire interagir entre eux, et c'est là qu'on peut générer de la valeur. Ben, je pense que c'est ça, là où on génère de la valeur. C'est là où on génère en plus des choses tellement intéressantes. Je veux dire, c'est tellement... Enfin, moi, ce qui me fait vibrer au quotidien, c'est d'apprendre, en fait. D'être... et j'aime être ignorant et comprendre. C'est-à-dire, j'aime l'exercice qui consiste à... Mais comme un... Je pense que c'est l'apprentissage de l'enfant, quoi. C'est-à-dire, l'enfant, il est face à quelque chose qui... N'importe quel sujet, hein, même comment je suis arrivé sur la Terre, ou... voilà. Et sur un sujet comme ça, il va pas chercher à connaître, il va d'abord chercher à comprendre, en fait. C'est quoi les éléments clés que je dois appréhender pour être capable de me mouvoir dans le monde face à ce problème-là qui est d'où je viens. Voilà. Et donc, voilà, finalement, je n'ai peut-être pas eu la réponse à cette question-là. La réponse est 42. C'est ça. Là, on est à 0 to 1. Une des questions qui se pose, c'est comment on interagit avec les équipes. Et je pense qu'il y a quelque chose que tu as dit qui est important et sur lequel je pense qu'on peut revenir, c'est tu cherches à comprendre, tu cherches à apprendre. Et moi, j'ai souvent vu un pattern de gens qui n'étaient pas spécialistes d'un domaine et qui créent une boîte dans ce domaine, typiquement des gens qui sont commerciaux et qui bossent avec des techs, où on crée un pattern qu'on appelle monkey in a cage, avec globalement une direction qui se retrouve un peu en position de client face à un prestataire qui est sa direction technique. Et ça, globalement, ça finit toujours par le burn-out du CTO et une boîte qui va plus ou moins bien en fonction de combien le pognon est levé et le charisme de la personne qui le porte. Mais de toute façon, pas une boîte à créer du bonheur, quoi. Pas une organisation qui génère quelque chose d'enthousiasmant. Toi, face à ça, est-ce que tu peux définir la relation que tu as avec tes équipes produits et comment tu arrives à interagir avec eux de façon à pas te mettre dans cette posture-là, y compris quand, à la base, tu arrives en disant « je ne suis pas le sachant ». C'est pas moi qui sais faire des amplis. Par contre, moi, je sais comment on va en vendre. Est-ce que tu peux essayer de définir un peu comment tu donnerais des conseils 0 to 1 à des gens qui veulent se mettre dans cette posture-là? C'est hyper vrai, quoi. Ce que tu dis, c'est vraiment une réalité. Et je pense qu'il y a deux façons de faire. La première, c'est de générer un niveau d'enthousiasme et de porter, en fait, tellement élevé qu'on arrive à dépasser tout ça parce qu'au fond, on va se le taper, cet Everest. Et voilà. La réalité, c'est que ça tient pas très très longtemps, quoi. Parce que les équipes grossissent, se complexifient. Ça va quand on est voilà, moins de 40, je dirais, on arrive à faire ça. Après, la réalité, c'est que des gens comme moi sont assez toxiques, en fait, dans la relation à la boîte, en fait. C'est difficile à dire, y compris pour moi, de l'admettre. Mais la réalité, c'est qu'il faut créer un... Je suis pas le CEO de la boîte, je suis le président, je suis le fondateur, je suis le principal actionnaire, mais de fait, j'ai recruté un CEO pour Genesis et qui a ce rôle-là, en fait, qui est de filtrer ce que je peux impulser pour le faire rentrer dans une organisation qui fonctionne avec des équipes qui pètent pas les plombs, en fait. Parce que mes injonctions et c'est exactement ce que tu as décrit est parfaitement vrai, hein. C'est un énorme risque. Donc je pense qu'il faut être conscient de qui on est et du genre de management qu'on peut impulser, du genre de pression qu'on peut mettre. Voilà, moi je m'entends dire plusieurs fois par mois,
Mais Quentin, tu te rends pas compte de l'impulsion et de la gravité que tu mets sur les choses, quoi. Tu vois, voilà. Et voilà. Donc je fais très attention, pas assez, mais surtout il y a quelqu'un qui met tout ça en musique plus efficacement. Mais par contre, chez De Vialet, c'était toi qui mettais en musique directement. Ouais. Et si tu as fait le choix de mettre un CEO, c'est quoi? C'est ton évolution personnelle à la tête de Vialet et le poids que tu as pris, justement, ta gravité, fait qu'en fait, tu n'es plus capable de te remettre dans l'ancien poste? Ouais, j'ai plus envie, j'ai pas la patience vis-à-vis des équipes et enfin, on a une équipe qui est vraiment top avec des gens de qualité. Enfin, je les aime beaucoup, mais je leur fais du mal, quoi. Enfin, concrètement, mais c'est pas contre eux du tout, quoi. Oui. Mais c'est parce que pour moi, les choses sont tellement vitales, en fait. Voilà. Voilà, pour moi, il y a des choses qui peuvent apparaître comme des détails et qui sont pour moi des choses qui sont insupportables pour moi si c'est pas traité de cette façon, quoi. C'est insupportable. Donc il faut voilà, il faut un filtre, quoi. Et je pense que vous avez compris que j'ai pas tout à fait 25 ans, donc j'ai un peu d'expérience là-dedans et finalement. Le plaisir de vieillir, c'est aussi de savoir vraiment qui on est, en fait. Donc il y a des gens qui le découvrent plus jeunes que moi, mais finalement de se dire, je n'ai pas. En fait, il y a tellement de gens meilleurs que moi pour porter ça aussi, en fait. Il y a techniquement et tout, ça, voilà, mais pas que techniquement, en fait. Est-ce qu'il te laisse par ailleurs du temps, toi, pour faire autre chose? Non, parce que pas autre chose dans le sens t'occuper d'une autre boîte, mais ça te laisse du temps pour permettre à la boîte de compter sur ta capacité de déploiement sur d'autres sujets que tu ne pourrais pas avoir si jamais tu devais gérer du day-to-day. Voilà. Et donc ça, c'est la grande différence entre le montage de Genesis et de Vialet. Donc si on résume, la première partie de ta vie, tu fais du service, cycle de financement court, boucle de feedback rapide. Deuxième partie, tu fais du produit, donc tu t'investis dans le produit. Là, ce que tu dis, c'est qu'à un moment, tu as appris comment on faisait du son. Tu n'as jamais été directeur technique de l'opération, mais tu as mis vraiment beaucoup les mains dedans. Tu peux parler d'impédance, tu peux parler de... Non, je peux parler même on a développé des chips. Enfin, j'étais très impliqué dans les choix techniques relatifs à ces chips. Donc tu dirais qu'un fondateur d'entreprise qui a une relation avec sa technique doit devenir un spécialiste comme ça, comme un fondateur tech doit devenir un spécialiste de la vente, en fait. Qu'on ne peut pas créer une boîte sans marier toutes les compétences en soi, quitte à avoir des gens meilleurs pour exécuter derrière. Ouais. Je ne sais pas si tu deviens un spécialiste. Tu deviens tu deviens quelqu'un qui est capable, et sans doute la personne la mieux apte à questionner, en fait, de faire ce que tu fais avec moi là, c'est-à-dire de questionner les choix pour comprendre les raisons pour lesquelles les gens font ces choix-là. Parce que c'est ça qui est fondamental. C'est comprendre pourquoi tu me dis qu'on doit être avec ce type de système de gravure sur ce chipset, pourquoi tu embarques 4 amplis à l'intérieur de ce chipset et pas 8, pourquoi c'est quoi la logique, les principes sur lesquels tu bases tes décisions? Et est-ce qu'il y a déjà des décisions qui ont été remises en cause? Parce que tu débarquais, tu n'étais pas nécessairement spécialiste, et du coup tu poses une question en disant mais pourquoi on fait ça? Et on te répond tout le monde fait ça dans le marché. Et du coup, oui, mais enfin, du coup, pourquoi? Est-ce que du coup, c'est des moments où vous avez craqué quelque chose dans le marché? Ouais. Non, mais 100 fois. Est-ce que t'as un ou deux exemples dans une des boîtes ou pas? Non, mais oui, enfin, typiquement sur la façon dont on pilote les haut-parleurs chez De Vialet, on a mixé des technologies qui n'étaient jamais mixées ensemble en traitement de signal avec un spécialiste du moteur linéaire, c'est-à-dire des moteurs qui pilotent ce que fait un haut-parleur, c'est-à-dire des mouvements de ce type-là, linéaires.
ou chez Genesis, de pousser des scientifiques à établir un diagnostic. C'est-à-dire un médecin n'est pas un scientifique, c'est un praticien. Un médecin, il se base sur la science pour établir un diagnostic, mais il lui faut sauver le malade. Le principe qui anime le scientifique, c'est le doute. On parle de la science toujours en ayant l'air de dire que la science, elle établit une vérité absolue, etc. Le rôle d'un scientifique, c'est de douter d'abord. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des réalités. Ces réalités, elles existent. Elles sont complexes. Donc, dès lors qu'il faut pousser un diagnostic, et par exemple amener des pédologues, des biologistes du sol à poser un diagnostic, ça, c'est vraiment un vrai changement. Il y a un moment, voilà, nos premiers projets pilotes. Voilà, et on n'a pas rédigé quelque chose, mais être obligé de livrer à un moment une conclusion. Moi, je leur dis, voilà, les premiers pilotes qu'on a fait, on avait des milliers de données sur des parcelles agricoles. OK. Maintenant, vous allez poser le diagnostic. Ah, mais Quentin, tu te rends pas compte, machin et tout. Et j'ai dit, mais fais-le, quoi. On est sur un champ de bataille. Tu as un blessé face à toi, tu as deux blessés face à toi, et il y en a un que tu peux sauver et l'autre, tu n'as pas le temps, en fait. Tu choisis lequel? C'est pardon de la question, mais dans l'agriculture, on est dans cette situation-là. C'est l'urgence économique, mais c'est aussi l'urgence économique d'une société où à un moment, il faut livrer un truc. Exactement. Et donc, et l'urgence écologique aussi. De dire, mais au fond, si tu dois décider, toi, homme de science, si tu dois, en fait, ou me donner les moyens de décider, tu me dis quoi. Donc tu fais tes choix, c'est ta responsabilité que de m'apporter ça. Et ça, c'est des choses nouvelles, en fait, pour des gens comme ça. C'est vraiment des process qui sont... Ça paraît peut-être pas grand-chose, mais c'est une vraie révolution copernicienne pour ces gens-là. Il faut changer le logiciel, en fait. Si on prend ta carrière, donc tu fais plusieurs années à faire de la prestation de service en conseil, puis tu fais une boîte produit, puis tu fais une deuxième boîte produit, où tu n'as plus exactement le même rôle et tu prends un peu de recul. Est-ce que tu vois une accélération dans ta nouvelle façon de faire ton nouveau rôle dans Genesis par rapport au déploiement de Devialet? Devialet, ça a été très, très, très violent. Hein. Donc, très rapide. Donc, je dirais pas que Genesis c'est une pause, mais Devialet, on est passé quand même de 3 personnes à 500 personnes en 7 ans. Mais voilà. Peut-être que Genesis se construit dans une vision très long terme, et donc du coup tu construis des fondations pas pareilles que quand tu fais Devialet, où ton ambition, c'est d'aller vite sur le marché pour positionner ta technologie. Ça fait 6 ans qu'on développe Genesis. Enfin, on entre dans la 6e année. Donc, c'est très long et on commercialise nos services que depuis 1 an. Donc, ça donne une idée de ça et de l'investissement qui est nécessaire avant d'aboutir. Ce dont je suis certain chez Genesis, et c'était le contraire, je pense, chez Devialet, le temps travaille pour nous. C'est-à-dire ces problématiques environnementales, la nécessité d'apporter des preuves dans le domaine de l'agriculture, de la forêt, etc., face à un greenwashing qui est quand même assez généralisé, sont des éléments, la réglementation qui est en train d'arriver, enfin qui est arrivée, qui est là, tout ça travaille dans le sens de faire de la preuve une obligation, en fait, pour les différents acteurs. Donc ça nous donne le temps d'ajuster notre réponse la plus parfaitement possible à ce moment qui vient peu à peu, en fait. Donc voilà, alors que chez Devialet, c'est la conquête, elle doit être immédiate, mondiale. Voilà, donc là on le fait aussi mondialement parce que pareil, j'imagine pas de faire une boîte qui soit pas à l'échelle de la planète, parce que ça ne m'intéresse pas sinon. Et quand tu dis, pareil, pas une boîte qui ne soit pas à l'échelle de la planète, ce que tu as dit plus tôt, c'est quelque chose pour lequel tu es prêt à souffrir. Est-ce que
est-ce que tu penses qu'il y a une motivation pour créer une organisation, une entreprise? Les entreprises ne sont jamais qu'une façon comme une autre de pérenniser une organisation, qui puisse se valoir uniquement, par exemple, d'avoir envie de faire de l'argent ou quelque chose comme ça. Toi, est-ce que tu es capable de concevoir une structure comme ça, ou il te faut autre chose? C'est un peu comment tu définirais si vous avez une bonne idée, vous allez ressentir alors 2 points, tu vois. Bien sûr, il y a des entreprises qui peuvent être conçues pour faire de l'argent, et il y a des gens qui ont ces aspirations-là au-dessus de tout. On peut entreprendre de plein de façons, et on est tous différents. Et c'est justement l'intérêt. On dit, c'est un peu comme au rugby. Au rugby, on peut être petit et on va finir et on court très vite, on est demi de mêlée. Si on est très baraqué, on va être en première ligne. Je veux dire, en entrepreneuriat, il y a des places pour tout le monde, et on peut tout faire. Enfin, on peut aborder le sujet de plein de façons. On peut dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de copier les autres en faisant mieux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre des organisations où c'est de l'horlogerie suisse et ça fonctionne. Voilà. Enfin, voilà, j'ai un talent, des talents extrêmement variés qui peuvent justifier ça. Moi, je serais incapable de faire une entreprise que pour faire de l'argent, et je suis incapable de faire un projet si c'est pas un projet économique, quoi. Enfin, je pourrais être militant, quoi, mais en fait ça ne m'amuse pas, en fait. Ce qui m'amuse, c'est d'être utile. Ça ne veut pas dire qu'un militant peut pas être utile, mais la traduction de cette utilité, j'ai des gens qui sont prêts à payer pour ça. C'est ça qui me... Voilà, bon, on a tous nos... Il y a des gens que ça va rebuter, il y a des gens que ça va exciter, il y a des gens, ça va être que le pognon le plus vite possible. Au fond, je juge pas. On est tous différents, heureusement. Je te remercie pour cette question posée et l'endroit où tu mets le doigt sur la question de la créativité capitaliste. Je sais que on pourrait encore en parler pendant un long moment. Je pense que tu es là encore un petit peu pour permettre à des gens de venir échanger avec toi. Merci beaucoup de ton intervention et de ta disponibilité ce matin. Merci. Si les gens veulent te retrouver, est-ce que tu publies sur Twitter, tu as un blog, ou pas du tout? Alors, je publie pas pour Twitter pour des raisons politiques, en fait. C'est que je n'ai pas envie de m'associer à ce type de médias. Je ne suis pas sur Facebook pour les mêmes raisons. Donc, je suis présent sur LinkedIn. Je publie assez peu. Voilà, je publie assez peu, mais les gens qui veulent me retrouver, on peut se connecter là avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.